Bonjour, c'est Alice. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Boon Lake, le dernier Alexander Pfister, qui sort là très bientôt chez Super Meeple en français et qui est sorti à Essen en VO, donc chez Capstone Game. Donc Boon Lake, c'est un jeu où thématiquement, on va aller construire un nouveau petit paradis, un peu façon maison, petite maison à la prairie dans le Midwest. Donc avec cette idée qu'on va aller développer une zone sur laquelle avant il n'y avait rien. Pour ça, on va jouer des cartes qui vont représenter divers types de bâtiments et des bâtiments sur le plateau qui vont représenter un peu le développement des zones, petit à petit. Et tout ça, ça va être rythmé par des actions qu'on va choisir sur cette languette à action. À chaque fois qu'on choisit une action, il y en a un qui fait l'action et tout le monde qui fait une petite action secondaire, souvent liée à l'action principale. Après ça, le joueur dont c'était le tour avance son bateau d'un nombre de cases maximal qui va dépendre de cette réglette, ce qui va un peu rythmer le jeu pour déclencher 4 décomptes selon divers critères. Donc ça, c'est les règles en très très bref. On voit assez rapidement qu'il y a des éléments qui rappellent un peu les autres jeux de l'auteur. Et pour moi, c'est un peu un des défauts, qui n'est pas vraiment un défaut du jeu, quelque chose qui fait qu'il passe peut-être plus inaperçu que ce qu'il aurait pu, c'est que c'est un bon jeu, mais il rappelle d'autres jeux du même auteur. Du coup, il est moins remarquable. Je lui trouve aussi d'autres petits défauts. Et j'ai commencé par du négatif, alors que globalement, c'est un bon jeu auquel je joue avec plaisir. Je pense que j'en ai fait une demi-douzaine de parties, j'y rejouerai. Il est bien dans toutes ses configs, voilà, plus ou moins. Donc, en très bref, je trouve que c'est un bon jeu, mais c'est pas forcément le jeu extraordinaire, exceptionnel qui va se démarquer à mort. Donc, un peu plus précisément, je vais essayer de faire un peu un survol des règles, sans y passer trop de temps. Donc dans Boon Lake, on a comme ça un plateau central où au début il n'y a rien, il y a juste quelques tuiles de poser, mais aucun bâtiment. On va avoir des cartes comme ça qui vont pouvoir se poser devant nous. Je crois que j'ai fait des illustrations. Voilà, donc ça c'est une autre illustration du plateau, donc plus tard dans la partie où ce sera beaucoup plus rempli. Ça c'est les tuiles d'action, donc on va pouvoir sélectionner. Donc à chaque fois il y a marqué quelle est l'action. Donc là par exemple le joueur a choisi l'action qui était là, du coup il l'a mis en bas. Il fait cette action principale ici, et chacun des autres joueurs, lui compris, donc chacun des joueurs en fait, peut faire l'action secondaire là. Donc ça j'y reviendrai. On va avoir des cartes comme ça à poser devant nous au fur et à mesure, qui sont dans 3 catégories différentes, le soleil, le soir et la nuit, qui vont rapporter des points de victoire en fin de partie et faire des effets, donc soit immédiats, soit permanents. Donc immédiat, permanent, point de victoire de fin de partie. Et on va avoir un petit plateau comme ça qu'on va développer. Donc à droite, on trouve des leviers qui vont nous permettre d'appliquer des bonus une fois par manche en les tapant vers le bas pour les activer. Ici, on va avoir nos ressources. Donc on a 2 petits bateaux qui nous fournissent des ressources plus des bâtiments de production. Donc ici, j'ai 2 bois, 3 argiles, pas de pierre et 2 verres. Et un plateau de développement de bâtiments. Donc il va y avoir des centres-villes, des petits bourgades, des centres-villes et des fermes, des ranchs en gros développés, plus des ouvriers qui sont dans notre ranch qu'on va pouvoir utiliser, qui est une des ressources du jeu avec l'argent. La principale ressource du jeu étant l'argent. Les ressources là ne sont pas vraiment des ressources puisque c'est des choses qui ne sont pas matérialisées, qu'on ne dépense pas, qui permettent juste de faire des choses. Voilà, donc ça c'est pour une autre photo du plateau un peu plus précise. Donc, globalement, si on revient sur ce plateau-là, on va tous jouer dans un ordre du tour qui va être le même pendant toute la partie. On va jouer le même nombre de coups en tout dans la partie, mais les décomptes ne vont pas forcément se passer après la fin d'un tour de tous les joueurs. Donc globalement, chaque fois on joue après le joueur suivant, il n'y a pas vraiment de cassure de rythme ou d'ordre du tour là-dessus. Hop. Quand on joue, qu'est-ce qui va se passer ? Donc quand on joue, donc, comme je disais un peu brièvement tout à l'heure, on va choisir une de ces réglettes-là. Donc par exemple on choisit celle-ci et on la déplace vers le bas. Une fois qu'on a choisi quelle réglette on allait appliquer, on va faire tout ce qui est marqué sur cette réglette. Donc la plupart des actions ont un peu la même structure. On commence par avoir le droit de jouer une carte. Donc ça dit une carte nuit dans notre main. On va pouvoir avoir potentiellement pas mal de cartes dans notre main, on va en pouvoir défiler pendant la partie. On peut soit la jouer, ok, donc ça c'est la flèche vers le bas, soit la défausser pour dessous. Donc si on a une carte nuit, on fait des sous ou on la pose. Pour la poser, il va falloir payer son coût, donc avoir les sous nécessaires et les ressources nécessaires. Si je reviens sur les cartes ici, par exemple pour jouer celle-ci, il faut que je dépense 6 sous. Pour aller jouer celle-ci, il faut que j'ai disponible avec mes petits bateaux, mon petit système de ressources, au moins un bois et 2 argiles, et que je dépense 6 sous. Ensuite, je fais l'action principale, donc ici c'est poser un bonhomme sur le quartier, donc il va y avoir comme ça sur la map, donc il va y avoir comme ça des emplacements qui peuvent accueillir des bonhommes qui vont évoluer
en petite maison puis en grand centre-ville. Donc soit j'en place une sur la map, il faut avoir déjà un bonhomme chez moi, soit la flèche verte, ça veut dire faire évoluer. Donc je fais évoluer dans l'ordre dit, donc un bonhomme en centre-ville ou un centre-ville en grande ville. Puis tout le monde, y compris moi, peut soit aller poser ou faire évoluer un bonhomme, ou alors jouer une carte, ou défausser une carte pour dessous. Donc tout le monde a cette possibilité-là dans l'ordre du tour en commençant par moi. Donc moi je peux passer le bonhomme, puis le suivant place un bonhomme, puis celui d'après choisit de jouer une carte, puis le dernier joueur choisit d'en défausser une pour gagner dessous. Okay, on n'est pas lié aux actions des autres. Une fois que tout le monde a fait ça, je vais pouvoir ici me déplacer de 4. Donc quand je me déplace de 4, ça va être lié au petit bateau qu'on a quelque part ici. Donc par exemple si je suis le joueur vert, je vais pouvoir me déplacer de 4 cases, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai le droit de m'arrêter par exemple ici pour récupérer un bonhomme, donc je me déplace de 3 et je récupère un petit bonhomme. On va jouer à saute-mouton, donc si jamais on est sur la rivière, on saute par-dessus les autres. Par contre dans les ports, il y a la place pour tout le monde, donc là on peut s'arrêter même s'il y a déjà quelqu'un et on peut ne pas le sauter. On gagne ce qui est marqué sur la case sur laquelle on arrive, et donc les bateaux ils font ça, un tour, puis un deuxième tour comme ça. Dès que le premier joueur dépasse un barrage, ça décompte un décompte, ça commence un... Voilà, ça déclenche un décompte, peu importe que ce soit celui qui a commencé la partie ou pas. Dès qu'un joueur déclenche ce barrage-là, ça fait le deuxième décompte et tout le monde revient au début. Quand on redéplace ça, ça fait un troisième décompte, et quand quelqu'un arrive à la fin, on finit pour que tout le monde fasse le même nombre de tours, et ça déclenche le décompte final. Donc on voit que ce système-là rappelle un peu Maracaibo, dans le déplacement avec les opportunités laissées aux autres. Ce qu'on gagne sur le plateau, ça va être principalement des sous et des cartes. Dans les ports, on peut gagner des vases qui sont une ressource un peu rare pour certaines cartes, et des bâtiments de production. C'est comme ça qu'on augmente le nombre de ressources disponibles pour jouer des cartes. Hop. Hop. Donc, si je reviens sur mes actions, j'ai joué tout ça, j'ai fait toutes mes actions, ensuite je pousse la réglette vers le haut. Et une fois que j'ai poussé la réglette vers le haut, c'est au joueur suivant de choisir une des réglettes disponibles. Par exemple, il choisit celle-ci. Donc celle-ci, il gagne 3 sous, il peut jouer une carte, n'importe laquelle, ou alors en piocher 2. Puis tout le monde, lui compris, peut jouer une carte ou la défausser pour 2 thunes. On va avoir une action ici qui est un peu celle qui est la plus puissante du jeu, et que c'est un peu un des problèmes du jeu, le fait qu'il y ait une action qui est la plus puissante que les autres, qui permet donc de jouer ou défausser une carte ciel, puis de poser 2 hexagones comme ça sur la carte, donc 2 nouveaux hexagones de ville. Dès qu'on pose un nouveau de l'hexagone, on gagne ce qui a marqué sur la case, et ça fait souvent pas mal de choses. Pas mal de revenus, pas mal de sous. Puis on peut soit poser un bonhomme, soit faire évoluer un bonhomme, et ensuite tout le monde, mais pas moi, comme c'est une action vachement puissante, il n'y a que les autres qui jouent, peut soit piocher de cartes, puis jouer ou défausser une carte. Donc ça c'est pas mal puissant. On a ici quelque chose qui permet de construire des leviers, donc ça globalement ça va être sur notre plateau perso. Où est-ce qu'il est ? Il est par là, mais je crois que j'en avais une autre photo quelque part. Raté, raté. Plus tard je vous parlerai des autres jeux de Sister, voilà. Hop, voilà, ici, on a différents pouvoirs activables en allant acheter un levier à poser dessus. Quand on l'achète, on paye le coût qui est marqué dessus, donc par exemple 10 sous. Je prends un levier du tas, je le pose dessus, et ici ça me dit qu'une fois par manche, je vais pouvoir basculer le levier, donc le pousser vers le bas, pour aller gagner donc 5 sous et jouer une carte pour une ressource de moins. Donc par exemple, si j'avais besoin de 2 verres, j'ai plus besoin d'un seul verre. Ou ce genre de choses. Donc ça c'est l'action des leviers, donc ici je pose un levier, puis tout le monde a le droit de dépenser un bonhomme pour jouer un levier, moi compris, ou alors on pioche une carte. Ici ça va permettre de poser une plaine à vaches, puis de poser des vaches par-dessus, donc les vaches ça va nous coûter des bonhommes à dépenser pour faire des points en fonction de ce qu'il y a autour. Ou alors on joue une carte, et comme ça fait à peu près le tour. Ici ça permet de gagner un bonhomme et poser un hexagone, et puis on peut défausser des cartes ou des sous pour faire des bonhommes. Tout ce qui va se poser sur cette carte là, je l'ai évoqué en très très bref, évidemment ça va avoir des influences sur le nombre de points de victoire. Donc pour ça, on va regarder un peu sur ce plateau là. Donc ici on a les petites maisons, donc les petites maisons pour les poser, il faut avoir déjà un bonhomme sur le plateau et elles vont évoluer en petites maisons. Ça demande en plus de dépenser un bonhomme de son plateau. Et on l'a construit. Les 2 premières maisons qu'on construit nous font un revenu de 2 à la fin de chaque manche, les 4 suivantes d'1 point. Les grandes maisons, ça évolue depuis les petites maisons, et ça permet de gagner des points de victoire. Il y a 3 points de victoire sous chaque bâtiment, donc 3 points de victoire à chaque manche. Ça demande de dépenser 2 bonhommes qui viennent d'ici. Donc on voit que construire des bâtiments, ça demande pas mal de bonhommes à stocker. Les vaches, donc les vaches, c'est pas des bonhommes qui évoluent en vaches, c'est quelque chose qu'on crée sur des cases de plaine, donc il y a des cases à bâtiments et des cases de plaine. Si on est le premier, si c'est la première vache de la case, ça coûte un bonhomme, la deuxième vache de la case 2 bonhommes, troisième vache 3 bonhommes, et quatrième vache 4 bonhommes, et on peut pas aller au-delà, peu importe à qui appartiennent les vaches. Les vaches, ça fait un petit revenu de thunes à chaque manche, et ça fait des points en fonction des églises qu'il y a autour, enfin des grandes villes. En gros, c'est par rapport à l'attractivité. Au moment où on pose une vache, on gagne aussi des sous par rapport aux petites maisons autour.
Pareil, je n'ai pas dit sur les grandes villes, il faut qu'on ait au moins assez de présence autour. Donc il faut qu'il y ait au moins 3 autres bâtiments construits parce que ça ne peut pas être des centres d'attractivité s'il n'y a rien autour. Et il y a 4 grandes régions sur le plateau. On ne peut pas construire 2 fois une église dans la même région, enfin une grande maison. Si on le fait, on perd 5 points. On a le droit de le faire quand même, mais ça coûte cher. Il y a divers bonus sur les leviers qui peuvent être assez puissants, notamment celui-ci, qui est un truc que j'ai pas expliqué, qui dit que quand on fait l'action de revenu, on va gagner en plus des points. Donc l'action de revenu, c'est la seule que j'ai pas évoquée, c'est celle-ci. Donc sur celle-ci, quand on fait cette action-là, on choisit une des régions du jeu. Donc est-ce que j'avais ma photo de plateau un peu remplie quelque part ? Voilà, donc par exemple ici, je vais choisir donc soit Unknown, soit Boon Lake, soit Southern, soit New Hope. Donc par exemple, je vais choisir Boon Lake. Je me pose ici et donc je gagne 4 thunes. Il y a à chaque fois un petit bonus différent. Et ensuite, tout le monde va gagner pour 1 sou par bâtiment ou vache dans les régions qui ne sont pas Boon Lake. Donc là, par exemple, bleu gagnerait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sous et il gagne pas le sou pour sa maison qui est là. Si on en profite pour basculer le levier à point de victoire, on gagne en plus 7 points de victoire. Donc c'est un bâtiment qui peut être assez important. Là on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont construites sur le plateau, donc les vaches sont valorisées en fonction des églises autour, il y a des petites maisons, tout ça. On a aussi des revenus de cartes et de sous qui évoluent en fonction des cartes. Donc les cartes ont des effets divers et variés, notamment de faire évoluer ces pistes-là. On va jouer comme ça jusqu'à donc quelqu'un dépasse sur ce plateau un barrage. Quand on dépasse un barrage, on va déclencher un décompte. Ce qui se passe lors du décompte, c'est marqué là-haut, en haut du plateau. Donc on va pouvoir tous, soit 2 fois, soit jouer une carte, soit faire évoluer un bonhomme, mais pas en poser des nouveaux. Donc chacun le fait dans l'ordre du tour. Puis il va y avoir des petits objectifs qu'on va pouvoir remplir. Donc ça c'est au début du jeu, chacun choisit une languette parmi 2. Ça donne 4 languettes qui sont posées ici, 4 tuiles qui sont posées ici. Et ça va donner un objectif. Par exemple, cet objectif-là, il est sur la production de cartes. Donc manche 1, le but c'est d'avoir au moins 1 en production de cartes, au moins sur la première case de production de cartes. Manche 2, deuxième. Manche 3, quatrième case. Manche 4, septième case. À chaque tour, à chaque décompte, on va choisir un de ces objectifs qu'on a remplis, et on va mettre nos jetons dessus. Et on va marquer les points correspondants. Donc manche 1, 1 point, manche 2, 2 points, manche 3, 3 points, manche 4, 4 points. Si jamais on a foiré et qu'on n'a pas l'objectif sur lequel on s'est posé, on perd les points à la place de les gagner. Donc ça donne un peu des axes de jeu un peu long terme, parce que notamment celui qu'on a choisi nous va être doublé. Donc là par exemple il y a un x2, non là on voit plus, voilà, là il y a un x2 pour le bleu, si bleu se met là, il gagne le double de points. Donc entre 2 et 8, à la place de faire entre 1 et 4. Du coup ça lui donne envie de poser des grands centres-villes, pour aller faire son objectif en fin de partie. C'est un des défauts un peu que je trouve du jeu, c'est que ça c'est un peu trop négligeable par rapport au tas de points qu'on fait à côté, alors que ça donne des axes de jeu intéressants. Mais c'est vrai que sinon la bascule est vachement importante entre gagner ou perdre l'objectif. On les fait dans l'ordre de notre choix, je le rappelle. Donc voilà, donc ça, on a joué nos cartes, on fait ça, on gagne nos productions de sous et de cartes, et aussi toutes nos productions qui sont sur notre plateau personnel, des choses qu'on aurait révélées. Donc par exemple, si j'en suis ici, je gagne 1, 2, 3 points, plus 4 sous, plus 2 sous, plus des points en fonction des églises à côté de mes vaches. Parce que les vaches aiment bien aller à l'église à plusieurs paroisses différentes. Je crois que c'est des centres-villes par rapport à l'attractivité commerciale. Voilà, donc là, hop, on a fait ces étapes-là. Ensuite, on relève tous nos leviers qui ont été tapés, qu'on a utilisés comme pouvoir. Si jamais on ne l'a pas utilisé, on marque un point à la place. Puis on libère toutes les zones de décompte pour dire qu'on peut refaire les décomptes. Et on continue avec le joueur suivant de celui qui vient de finir son tour. On joue comme ça jusqu'au 4e décompte, qui se passe une fois que tout le monde a joué le même nombre de tours. Et là, on va compter les points. Donc sur les points de victoire de fin de partie, c'est marqué là, donc il y a déjà tous les points qu'on a marqués en cours de partie restent bien évidemment. Si on a beaucoup de leviers, on va faire des points, donc au moins 4 leviers, ça fait 2 points par levier, au moins 7 leviers, ça fait 3 points par levier, pour moi c'est fort. On compte les points sur nos cartes, donc toutes les cartes ont des points marqués en dessous. Hop, si je reviens ici. Donc ici ça vaut 3 points, ici ça vaut 2 points, ici ça vaut un nombre de points qui est dépendant de ce qui est marqué au-dessus, donc ici ça vaut 1 point par petite maison en jeu à la fin de la partie. Hop. Et les autres cartes aussi sont à moins dans cette config, hein, juste j'ai expliqué, voilà. Là par exemple il y a aussi le même nombre de points, et sur les autres on voit pas les points, il faudrait les prendre en main pour les regarder. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde pour les bâtiments construits en bas valent des points. Donc à partir de cette ligne là, chaque bâtiment construit va valoir plus de points, ici aussi, ici aussi. Aller construire des trucs tout en bas, ça a un surcoût en bonhomme ou en points, donc ça vaut des points mais ça en coûte aussi.
Je trouve que c'est pas extrêmement bien payé d'aller développer ces bâtiments à mort. On fait un décompte, ça donne environ 200 points, et on est content parce qu'on a fait plein de points. Donc voilà un petit peu pour les règles en bref sur Boon Lake. Maintenant, le jeu, ce que j'en pense. Donc il y a plein de trucs sympas. La sélection d'actions, on a envie de surveiller ce que veulent les autres, un petit peu pour l'action secondaire qu'on leur laisse et beaucoup pour l'action principale que les suivants vont pouvoir choisir. On joue assez souvent des petits trucs pendant le tour des autres. Par contre, c'est vrai que les tours sont quand même relativement longs. Le temps de choisir l'action, de l'effectuer, il y a souvent un peu plusieurs étapes, plusieurs petits choix. Donc le tour de jeu est pas si rapide que ça. Le développement est vachement intéressant, il y a plein de cartes. Les cartes, à la fois, il y en a. C'est un peu la Maracaibo. Il y a pas mal de cartes, mais il y a pas mal de choses relativement similaires. Voire, donc, qui n'ont pas toujours exactement les mêmes coups et tout ça, mais qui peuvent avoir des effets identiques. Du coup, c'est pas des cartes monstrueuses qui vont faire un effet dingue. Voilà, c'est plus un tas de petits effets qu'on va accumuler. Et le principe des leviers est très sympa parce que du coup on choisit un peu les pouvoirs qu'on débloque et ça marche bien. C'est pas d'une originalité folle, mais ça marche vraiment vraiment bien. Et tout ça, ça fait un jeu qui fonctionne. Après, il n'y a pas grand chose qui se démarque vraiment. Il n'y a pas d'énormes nouveautés pour moi dans ce jeu-là. Le système d'action, il est sympa, il permet un peu de se déplacer. Mais on n'est pas non plus dans un truc révolutionnaire. Le déplacement rappelle beaucoup Maracaibo sur le rythme un peu de la partie. Et pour moi, un des principaux défauts du jeu, c'est un peu son équilibrage en termes de points. Il y a des choses qui sont un petit peu compliquées à faire, notamment obtenir assez de bonhommes pour construire des bâtiments, etc. Mais bourriner dessus, c'est pas forcément si ultra rentable que ça. Notamment, je trouve qu'il y a énormément de points sur le fait de jouer des cartes et le fait de faire des leviers. Par rapport aux objectifs un peu plus long terme, d'aller poser des jetons ici et d'aller faire nos différents bâtiments. On peut faire vraiment plein de choses. J'ai pas trop parlé aussi de... Bon, tant pis, c'est pas grave. Ici, à la place de jouer une carte, quand on joue une carte, on peut faire un développement majeur qui coûte donc des sous et des ressources exactement comme une carte, qui rapporte de bonhomme 7 points et un revenu. 7 ou 8 points et un revenu de l'un ou l'autre. Hop. Donc oui, donc le tout il est vraiment sympa, par contre il est fluide. Il est pas forcément rapide, mais il est fluide, les actions sont toutes claires, c'est pas trop difficile. On est dans du jeu expert, il n'y a aucun doute. Et il est plaisant. Pour moi, c'est un jeu, j'y joue, je suis contente quand j'y joue. Et je finis la partie, et je me dis pas tout ça pour ça, mais je me dis, il a pas le petit truc en plus. Il manque peut-être un petit peu d'âme, il a peut-être été développé un petit peu vite. Moi, je pense qu'il aurait bénéficié du fait d'avoir quelques mois de développement de plus. Il est parfaitement jouable en l'état. Bon, j'ai l'impression d'être super négative, mais il fait partie pour moi des 10-15 meilleurs jeux de l'année dernière, sans aucun souci dans sa catégorie. C'est juste pas un top 3 pour moi, qui connaît déjà beaucoup Pfister et qui aime beaucoup Pfister. Après, moi je l'ai le jeu, je regrette pas de l'avoir, je jouerai relativement régulièrement avec plaisir. Il est assez facile à introduire à de nouveaux joueurs, il a plein de jolies qualités. Je le trouve très coloré, très agréable. Et ça a été un gros coup de cœur pour pas mal de gens que je connais. Notamment donc il n'a pas été sélectionné dans la liste finale des Diamants d'Or. Donc moi je suis dans le jury du Diamant d'Or, je suis pas du tout l'organisatrice du prix ni rien du tout, hein. Mais ça a été une déception quand on a annoncé les résultats pour certaines personnes que Boon Lake n'y soit pas, parce qu'il a clairement ses fans. Notamment il a été pour le coup dans la sélection de 4 jeux de l'Expert Game Award de cette année, donc le GA. Et donc dans les Diamants d'Or, il y avait d'autres jeux. Alors moi, je trouve qu'effectivement, les autres jeux sont mieux, disons. Alors moi, Ark Nova j'adore, Coffee Trader j'adore, Imperial Sim j'aime beaucoup, Tabanusi j'adore vraiment aussi, Bitoku aussi, et Origin je trouve qu'il a des super qualités et des super défauts. Donc vraiment pour moi si c'est là ça ne fait aucun pli. Après là je suis en train de parler de mes goûts personnels, hein, pas forcément de ceux du jury. Pour moi Messina Golem et Boon Lake sont un peu dans la même gamme et en fait ils ont un peu le même genre de défauts. C'est des jeux qui sont très plaisants à jouer, qui sont par des auteurs déjà bien connus. Donc Messina Sushi est pas toute seule, il est pas tout seul, il est accompagné d'un co-auteur quand même, hein, qui je pense a fait beaucoup pour le jeu. Et sur lequel on retrouve un peu des mécaniques existantes, on retrouve des trucs qui sont sympas, qui marchent bien, avec un peu de combo, un peu des choses sympas, mais qu'on passe ce petit truc qui donne l'impression d'avoir vraiment produit une œuvre à part entière, bien développée. Alors c'est bien développé, hein, tous ces jeux-là tournent très bien.
mais ils sont pas remarquables. C'est juste, c'est simplement ça. C'est des Run of the Mill, alors je sais pas trop comment on dit en français, mais c'est vraiment des jeux de tous les jours. C'est des sorties un peu. C'est des bonnes sorties de l'année, comme on s'attend qu'il y ait des bonnes sorties un peu tous les ans, qui nous surprennent pas. Moi, juste pour en toucher un mot, hein, si c'est mes 8 jeux de l'année, catégorie plutôt Diamant d'Or, on enlève Messina et Golem et on rajoute Brick and Mortar et Goetia. Donc Brick and Mortar et Goetia, c'est deux jeux que j'ai beaucoup aimés. Brick and Mortar, j'ai fait une petite vidéo dessus. Goetia, donc Brick and Mortar, on y joue des petites boutiques qui vont acheter en gros et revendre au détail. Et Goetia, ça va être un jeu où on va invoquer des démons à base de pose d'ouvrier, qui est très très bien. Donc je pense que je vais faire une vidéo un jour. Si jamais j'ai un succès fou, je le ferai pour mes 666 abonnés, sinon je le ferai peut-être avant. Voilà, donc ça c'était juste un mot pour dire que c'est un des super jeux de l'année, même s'il n'a pas été sélectionné, et qu'il y a eu des très très bons jeux cette année quand même. Pour moi, il a sa place dans une sélection finale du Diamant d'Or. Il a juste pas eu sa place cette année parce qu'il y avait énormément de très très bons jeux en 2021, ce qui est pas courant. Le fait que qu'on trouve que moi je trouve 8 jeux exceptionnels dans l'année, c'est beaucoup. Hop. Donc, j'ai pas mal dit déjà que un des problèmes de Boon Lake, c'est qu'il reprend un peu des mécaniques de l'auteur de Pfister. Du coup, je vais peut-être un peu faire une petite overview des différents jeux de l'auteur en très rapide. Donc Maracaibo, c'est une des grosses sorties qui a beaucoup beaucoup fait parler de lui. On retrouve en fait, pour moi c'est un peu celui dont Boon Lake est très proche, parce qu'on va avoir beaucoup de cartes en main, qu'on va devoir payer pour poser, et on a un petit bateau qui fait le tour du plateau et qui rythme le jeu avec à chaque fois que quelqu'un arrive au bout, ça déclenche un décompte, au bout de 4 décomptes, ça met fin à la partie. Donc on retrouve comme ça des lignes un peu communes. C'est plus interactif, peut-être aussi que Boon Lake manque un petit peu d'interaction. Alors, oui, ça j'aurais dû le dire avant. Hop, on revient sur Boon Lake. C'est pas grave, ce sera pas dans l'ordre. Donc, Boon Lake, il est très sympa sur la mécanique d'action. On regarde sans arrêt un peu ce que font les autres. Par contre, dans le cœur de comment on se développe nous, c'est vrai qu'il est très peu interactif au final. Alors, il est interactif sur plein de petits détails, on regarde ce que font les autres, on réagit, il se passe des choses, le rythme, tout ça, il y a plein de choses qui donnent de l'interaction. Par contre, le cœur du jeu et ce qu'on y fait, comment on se développe, c'est plutôt solo. On a envie de jouer et d'accumuler nos cartes, on a nos axes, et à partir du moment où on a notre axe, alors notre action peut sortir plus ou moins souvent, on peut plus ou moins jouer les vaches ou pas, par exemple, mais globalement, une fois qu'on a un peu nos spécialités, on peut les jouer et les autres vont pas nous en empêcher plus que ça et on va faire nos points un peu comme on a prévu de faire nos points. Donc il y a une marge qui va un peu dépendre de comment ça se passe, mais on joue principalement pour soi, en interaction avec les autres, mais principalement pour soi. Donc moi voilà, ça c'est un peu quelque chose qui est un type de jeu que j'apprécie un petit peu moins que des jeux que je trouve exceptionnels, mais qui en même temps fait quelque chose d'un peu plus tranquille et plaisant. C'est vraiment un jeu où on réfléchit beaucoup, on fait plein de choix, il se passe plein de choses, mais on n'est pas en sueur en permanence, on prend plaisir à développer son petit truc. Voilà, donc c'est vraiment cette catégorie de jeu. Hop. Du coup, si je reviens sur les autres jeux de l'auteur. Donc Maracaibo, donc une des très très grosses sorties, moi j'adore Maracaibo, il a un mode campagne que moi j'aime bien, qui est en fait un plateau modulaire avec des modulations qui arrivent au fur et à mesure et qui peuvent se jouer les chapitres en suivant pas du tout l'histoire est nulle en plus, elle est vraiment attendue et pas palpitante, et sans lien direct avec les mécaniques, mais bon, ça permet d'avoir un fil rouge pour continuer les parties et faire ces petites évolutions modulaires d'une partie à l'autre. Il y a l'extension qui est sortie là récemment, j'en ai fait qu'une partie, ça a l'air bien bien sympa d'apporter un peu de variété parce que j'ai fait une trentaine de parties de Maracaibo, je pense. Peut-être une trentaine puisque j'ai fait une campagne, bref. Je pense une trentaine. Et au bout d'un moment, surtout à 2 joueurs, je trouve que les parties se ressemblent un petit peu quand même, parce qu'on a un peu l'habitude de faire les mêmes choses. On a l'habitude de forcer le rythme pour un peu gagner, parce que si on a des actions plus efficaces que l'autre, on gagne. Donc si quelqu'un a ralenti, il fait des actions en moyenne moins bien, du coup celui qui va plus vite gagne. Et ça c'est... Bon bref, c'est un super jeu. Maracaibo, c'est un super jeu, on y retrouve pas mal de trucs de Boon Lake et réciproquement. Et il y a une grosse partie interactive sur les 3 peuples qui vont aller prendre, via la guerre, possession de différents villages, sur lesquels on va pouvoir avoir plus ou moins d'influence. Et là, vraiment, ça donne un cœur de jeu qui d'un coup est
bien plus interactif, même si sur ces questions de cartes, on pourrait avoir un peu la même impression de jouer dans son coin. Le rythme aussi a plus d'importance que dans Boon Lake encore, donc vérifier qui va piquer quelle ville à quel instant, c'est vraiment super important. Du coup, j'aime bien ce mélange de développement de tableaux de cartes de son côté, avec toujours l'interaction en permanence partout sur comment on fait des points et qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer. Hop. Blackout Hong Kong, c'est un jeu qui est peut-être un cran en dessous de ses meilleurs jeux. Moi, j'aime vraiment bien le principe, mais pour moi, il a un problème un peu de rythme et de froideur. Le thème, c'est qu'on va y jouer des équipes de secours pendant un blackout à Hong Kong. Et pour ça, on va jouer avec un système de cartes qui est vraiment bien malin. Où en gros, on va aller prendre des contrats de cartes à réaliser avec des ressources qu'on va récupérer et un timing où il faut jouer des cartes de manière assez régulière pour pouvoir les ajouter à sa main avec une partie hand management derrière. Donc, hop. Donc ça, c'est vraiment... le principe est vraiment super. Il y a une partie un peu moins super sur comment on récupère des ressources qui... il y a pas mal de hasard quand même, faut bien l'avouer. Il y a des choses qui se passent plus ou moins bien. Mais surtout côté rythme, c'est divisé en pas mal de phases, c'est un petit peu laborieux pour ce que c'est, et le cœur du jeu est très bien, mais il manque un côté du point de vue de la sensation de jeu et du plaisir immédiat qui pourrait être mieux. Great Western Trail ou Great Western en français, donc là on est dans du jeu où pareil on va avoir ce système chez Rapfister, on va circuler sur un circuit, quand on arrive au bout on fait une vente et ensuite on revient au début et on va comme ça circuler à travers les différents lieux qui vont permettre d'activer des bâtiments. Là cette fois-ci quand on déclenche un décompte c'est pas pour tout le monde, c'est juste pour nous, ça va jouer un petit peu sur la fin de partie parce que c'est ça qui fait avancer le timing du jeu. Mais globalement on est moins dépendant du timing des choses sur des décomptes ou autres. Sur l'occupation des bâtiments, potentiellement si. Et là, on va essayer, donc il va y avoir du deck building, cette fois-ci, pas du hand management, mais vraiment du deck building, où on va récupérer des vaches petit à petit, ce qu'on va essayer de vendre, de différentes catégories, et de plus en plus fortes. Il a été réédité là tout récemment, avec une édition un peu de luxe, je crois. Oui. Et c'est un super jeu. Pareil, un peu le même défaut que Maracaibo, j'y ai beaucoup joué, donc c'est un défaut relatif hein, parce que c'est un jeu que j'ai adoré, mais au bout de 20 parties à 2 joueurs, on a l'impression de souvent un peu faire la même chose. Il y a plein d'éléments interconnectés et ça marche vraiment très bien, ça c'est un super jeu, il n'y a rien à dire. Beaucoup de gens adorent l'extension de Great Western. Moi, je suis moins fan de l'extension parce que je trouve... Alors, j'aime bien le principe, pour ceux qui connaissent, des petits trous qu'on va développer sur le côté de nos plateaux qui permet soit de piocher plus, soit d'écarter des cartes ou ce genre de choses. Et je trouve qu'une fois qu'on a l'extension avec les gares en haut du plateau, l'action supplémentaire qui a été rajoutée pour aller jouer là-dessus, on développe quasiment systématiquement celle-ci. Alors, c'est... Ok, on peut y avoir un joueur à la table qui ne le fait pas et qui gagne autrement, mais je trouve ça un peu dommage parce que ça réduit l'intérêt de ses choix, ça oblige un peu à jouer dessus, et moi ces choix de petite roue, ça fait partie des trucs que j'aimais vraiment beaucoup sans l'extension. Du coup je le déteste pas avec extension, mais j'ai pas envie de jouer tout le temps avec l'extension. J'ai envie de varier un peu les parties avec et sans. Mombasa, donc il va être réédité avec, j'ai encore oublié le nom, mine quelque chose, donc des mines dans l'espace, à cause de son décolonialiste entre autres, enfin surtout, qui du coup là ça va être un jeu où on va jouer donc des colons qui arrivent en Afrique avec du hand management pour aller produire des ressources et faire diverses actions, et on va aller investir dans 3 grandes compagnies qui vont se partager l'Afrique en prenant des présences de leur couleur. Il se passe plein de choses, vraiment c'est un management assez calculatoire un petit peu, où on va avoir ce côté, on essaye de faire un maximum de trucs dans notre tour et que ça passe, avec une mélange d'un peu de pause d'ouvrier pour aller timer nos actions et faire les choses qui nous intéressent au bon moment. Pareil, c'est un excellent jeu, et pareil, je l'ai beaucoup aimé, et je l'ai trop joué. Là, j'ai vraiment envie d'en refaire une partie. Ça, pour le coup, à 2, ça marche pas. Il y a marqué 2 sur la boîte, mais pour moi, c'est vraiment un jeu à 3-4, et à 4, il est meilleur qu'à 3. Donc, un jeu que j'adore, que j'ai beaucoup joué, et que j'ai envie de rejouer. Une fois qu'on a un peu totalement dosé le jeu, comme dirait Arnaud, et qu'on en a fait, pour moi, 30 parties, on a les mécaniques principales de construction de main, de comment est-ce qu'on va les développer, ces petits diamants, ces petites... truc de secrétaire, et les parties se renouvellent moins, on raisonne sur les mêmes mécaniques qu'avant, et du coup ça, je trouve ça moins plaisant
à rejouer 150 fois. Mais les 30 premières parties sont topissimes. Et même après, on a envie d'y rejouer. On n'a pas résolu le jeu non plus, mais il y a de ça. Hop. The Man of the Thunder, moi j'y ai pas joué, j'avais joué au Scepter von Savander, donc de la même boîte, dans la même lignée, donc ça je peux pas trop en parler, mais ça fait partie des gros jeux de Pfister. Donc ça c'était un peu les gros jeux, les grosses sorties de Pfister. Après il a fait d'autres jeux plus légers, il a fait des petits jeux de cartes, du genre Oh My Goods, etc., que moi j'ai moins aimé, Tibor j'ai vraiment pas aimé, Port Royal moi j'aime bien, mais voilà, on est dans une autre catégorie complètement. Je voulais parler de ces jeux qui sont un peu plus moyen format, disons. Donc New Dale, c'est vraiment un jeu où on va construire nos usines et développer des ressources, donc par chaînage. Donc on va produire des ressources basses qui vont pouvoir évoluer en meilleures ressources, avec un petit côté pari sur du tirage de meeple, pour aller faire développer un peu nos bâtiments et faire des productions de plus en plus grandes. C'est assez plaisant, c'est très très solo. Il y a quand même très très peu d'interactions. C'est pas oufissime en profondeur. Il y a une partie scénario qui permet de varier un peu les parties, les productions mises en avant et un peu les règles avec un truc qui s'enrichit légèrement. Globalement, on reste quand même sur la même mécanique centrale. Je trouve très chiant à mettre en place, notamment le truc de scénario est très mal foutu parce qu'il n'y a pas de résumé de qu'est-ce qu'on doit prendre dans tel ou tel scénario. Enfin, c'est. Voilà. Donc ça c'est dommage pour un jeu aussi léger, parce que moi par exemple j'avais fait les 6 premiers chapitres à un moment, et je voulais faire le 7ème chapitre un an plus tard, et là faut retourner intensivement dans la règle pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour les mises en place. Voilà. Mais sinon c'est moi je le trouve plaisant, mais faut pas en attendre des merveilles de profondeur ou d'interaction. Cloud Age, moi j'ai trouvé très rigolo, ça passe sur un principe où on essaye de deviner un peu ce qu'il y aura sur des cartes qui sont à moitié cachées par les nuages pour aller parier sur qu'est-ce qu'on va récolter dans la ville. Donc c'est rigolo, il y a une mécanique principale où on va se déplacer petit à petit sur la carte pour aller attaquer des villes, enfin se défendre contre des villes, et récupérer de l'eau qui permettent de faire des cartes aussi, je crois, oui on a des cartes. Je l'ai trouvé plaisant, il est léger, Pfister est pas tout seul dessus. J'ai eu la faute de commencer par les premiers chapitres proposés, qui sont vraiment chiants. Si on est un peu joueur, vaut mieux commencer directement vers les chapitres un peu plus loin, je sais plus combien il y a de chapitres, mais les 2-3 premiers chapitres, il faut pas les jouer, c'est un peu plat. Alors moi j'aime bien parce que j'en ai fait une partie en solo d'ailleurs, parce que c'était pendant le confinement et que je me faisais vraiment chier. Mais voilà, je le trouve plaisant, il est rigolo, il est joli. Pareil, point de vue profondeur, il n'y a pas des folies et des folies, mais les derniers chapitres présentent un peu des originalités mécaniques, et pour moi, il vaut le détour. Isle of Sky, pour le coup, alors pareil, Pfister est pas dessus, tout seul dessus, donc c'est quand même pas la même chose. On est dans un jeu un peu de tuiles, disons, à la Carcassonne, mais à la Carcassonne avec des enchères, où on va avoir 3 tuiles qu'on va poser devant nous. On va choisir d'en défausser une, donc peser aléatoirement à chaque tour. Et les 2 autres, on va leur fixer un prix. Si personne nous les achète à ce prix-là, on doit payer ce prix à la banque pour les jouer nous. Sinon, on récupère l'argent que les gens nous donnent. Donc on a envie d'attirer les autres pour gagner vraiment beaucoup plus d'argent, tout en ayant plus de tuiles que les autres, pour développer un territoire qui va nous donner plein de trucs cool. Donc vraiment tout est basé sur fixer le juste prix. Il est très différent à 2 par rapport à A+, moi je le préfère à plus. Et je le trouve super malin. Il y a des gens qui détestent. Voilà, j'ai pas essayé l'extension qui, à ce qui paraît, est très très chouette. Et je crois que j'ai bouclé. Donc c'était une petite vidéo sur Boon Lake et de jeux Pfister et des trucs autour. Donc Boon Lake qui sort là la semaine prochaine, c'est chez Super Meeple en français. Et qui est déjà disponible en VO, qui est un bon jeu. Voilà, assez solide. Avec peut-être des défauts de décompte pas tout à fait équilibrés, mais extrêmement plaisant. Qui fait partie des bons jeux de l'année. S'il y a des gens qui le trouvent vraiment inoubliable, je veux bien qu'ils me le disent. Des gens qui l'ont trouvé vraiment désagréable à jouer, ou aussi, parce qu'en fait, pour moi c'est un jeu que c'est difficile de le détester quand même. Ça aura tendance à faire l'unanimité, à être assez facilement sorti. Si ce n'est qu'il peut y avoir un petit peu des longueurs. J'ai aussi des gens qui ont râlé quand même beaucoup autour de moi sur le déséquilibre du premier joueur. C'est vrai qu'entre le premier joueur et le dernier joueur, il y a une compensation de dessous. Quand on est troisième, en plus on a la même chose que le quatrième, on voit pas trop pourquoi. Et que par contre, lors des décomptes, premier, deuxième et troisième décompte, le premier joueur aura souvent joué un tour de plus que le quatrième. Du coup, c'est un peu injuste parce qu'il a eu moins de temps de se développer avant de compter ses points.
ça me paraît pas si important que ça par rapport au nombre de cartes qu'on va jouer dans la partie qui font des points faramineux, parce que les points de fin de partie sont quand même vachement importants, mais c'est un petit peu bizarre. Voilà, ça fait partie des choses où je pense que il a été sorti un petit peu vite. Donc un jeu très agréable, Boon Lake. Voilà, à une prochaine.